Bonsoir à tous, bienvenue. Bienvenue à ceux qui nous regardent aussi sur Internet, sur la chaîne YouTube. Je suis Mariam Pirzadeh, rédactrice en chef à France 24, ancienne correspondante à Téhéran et connaisseuse de la région du Moyen-Orient. Donc bienvenue à ce mardi du Grand Continent, l'Empire selon Erdogan, comprendre la stratégie turque au Moyen-Orient. On va se poser beaucoup de questions ce soir pendant 1 heure, surtout depuis plus d'1 mois avec la chute de Bachar al-Assad, la Syrie qui redevient le cœur de la reconfiguration géopolitique au Moyen-Orient, comme le disait Hugo Micheron dans un entretien paru sur le Grand Continent. Au cœur de cette reconfiguration, il y a bien sûr la Turquie d'Erdogan, dont la politique étrangère est pleine de paradoxes. Il y a d'abord le soutien de Hayat Tahrir el-Sham, HTC, et en même temps, il est membre de l'OTAN. La Turquie est membre de l'OTAN. Il y a la guerre contre les autonomies kurdes qui sont soutenues par les États-Unis. Et en même temps, le président Trump ne tarit pas d'éloges à propos de son homologue turc en disant que le président Erdogan est, je cite, mon ami et quelqu'un que je respecte. La Turquie, qui est évidemment un État candidat à l'adhésion à l'Union européenne depuis déjà de nombreuses années, mais qui emprisonne ses adversaires politiques, comme Osman Kavala, qui se structure aussi autour d'un projet expansionniste laïque, avec la patrie bleue de l'amiral Cem Gürdenis, mais aussi néo-ottoman avec la réislamisation de Sainte-Sophie, donc qui est devenue une mosquée. On va se poser cette question ce soir: comment Erdogan, l'enchanteur en chef de la Turquie, pour reprendre une de vos expressions, Olivier Bouquet, parvient-il à tout combiner, celui qu'on surnomme un peu la girouette géopolitique du Moyen-Orient? Comment comprendre la stratégie d'Erdogan aussi vis-à-vis de ce Moyen-Orient, de la Méditerranée? Quel est l'avenir de la Syrie dans ce contexte? Quelle est la place de la Turquie aussi dans la future Syrie qui est en train de se reconstruire après 50 ans de dictature? Alors, je vais vous présenter nos invités ce soir. D'abord, Olivier Bouquet, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là. Vous êtes spécialiste de l'Empire ottoman, paléographe, professeur d'histoire moderne et contemporaine à l'Université de Paris, auteur de nombreux ouvrages, dont récemment « Pourquoi l'Empire ottoman, 6 siècles d'histoire ». Vous êtes l'auteur aussi d'un papier qui vient tout juste de sortir sur le Grand Continent sur les références néo-ottomanes dans le discours d'Erdogan, il y a quelques heures à peine. Amit Bozarslan, bonsoir. Vous êtes directeur d'études à l'EHESS. Vous avez travaillé sur l'histoire moderne turque, sur la violence au Moyen-Orient, sur les Kurdes. Vous avez publié aussi plus récemment l'antidémocratie au XXIe siècle, Iran, Russie, Turquie, puis Ukraine, le double aveuglement aux éditions du CNRS. C'était il y a un peu plus d'1 an. Élise Massicard, bonsoir. Vous êtes directrice de recherche au CNRS, membre du Centre de recherche internationale de Sciences Po, le CERI, auteur de nombreux ouvrages sur la politique intérieure turque. Vous êtes notamment spécialiste de la manière dont se matérialise le pouvoir politique à l'échelle locale. Et puis depuis la Syrie, en Zoom, juste derrière nous, il y a Mathieu Rey, directeur scientifique de l'Institut français au Proche-Orient et auteur entre autres d'une somme sur l'histoire de la Syrie, 19e, 21e siècle, aux éditions Fayard, paru en 2018. Bonsoir à vous. Alors déjà, on va commencer par un premier tour de table. Olivier Bouquet, vous avez publié un article dans le Grand Continent donc sur le référentiel néo-ottoman, dans la politique étrangère turque, mais aussi sur les limites de ce discours du président. Est-ce que vous pouvez revenir sur ce thème dans le discours de Recep Tayyip Erdogan ? Oui, merci. Bonsoir à toutes et tous. Alors c'est vrai qu'on parle beaucoup de néo-ottomanisme quand il s'agit du président Erdogan, et en fait il y a 3 possibilités d'emploi. Il y a celles et ceux qui disent qu'en fait il faut tout voir à travers ce prisme. Je crois que c'est assez exagéré. Ce que fait et ce que pense Erdogan en Syrie est différent de ce qu'il pense en Libye ou en Bosnie. Voilà. Il y a celles et ceux qui voient, qui ne veulent rien voir à travers le néo-ottomanisme, notamment des collègues à nous, hein, c'est-à-dire qui considèrent que c'est un concept qui ne fonctionne pas, qu'il faut le laisser de côté. Et puis, je crois qu'il y a une position intermédiaire qui consiste à voir à quel point les références à l'histoire sont permanentes chez Erdogan. On en a proposé plusieurs, notamment dans un discours à Trabzon sur la mer Noire, où il a évoqué Sélim Ier, hein, qui est donc le conquérant de la Syrie en 1516. Et en fait, il ne cesse, d'une certaine manière, de revenir à l'histoire, mais pour l'actualiser, pour se projeter dans le futur.
Voilà. Donc il faut bien comprendre que le néo-ottomanisme, ce n'est pas seulement une référence à l'histoire. Hein, c'est véritablement un programme d'action qui, pour le président Erdogan, consiste à tirer des bénéfices de ce qui se passe à l'international comme dans la situation intérieure. Et en fait, on oublie un petit peu souvent que ce qui intéresse le président Erdogan avant tout, c'est ce qui se passe en Turquie. Hein, c'est-à-dire que la vision qu'il a de ce nouveau grand jeu, de ce qui serait un nouveau grand jeu, c'est quelque chose qui est déterminé par sa majorité relative, c'est quelque chose qui est déterminé par les résultats des différentes élections, notamment les élections de 2015, hein, qui lui ont fait perdre sa majorité relative, hein, et qui ont pour lui conduit à repenser la question kurde. Ce sont les résultats des élections de mars 2024, les élections municipales, hein, et il est véritablement convaincu que c'est à cause de la question syrienne et la présence de Syriens dans le pays, qu'il a perdu Istanbul et qu'il a perdu Ankara, peut-être dans une moindre mesure. Mais pour lui, c'est absolument fondamental. Il y a d'autres référents historiques qui sont plus récents, mais qui agissent avec des événements qui sont pour lui très importants. En 2013, il est convaincu que les Occidentaux, finalement, l'ont trahi. Hein, c'est-à-dire le fait de ne pas intervenir en Syrie est quelque chose de déterminant pour lui. Hein, il est convaincu que finalement, il s'est retrouvé seul. Il s'est retrouvé seul, et il s'est retrouvé seul face à quelque chose qui rejoue d'une certaine manière le dépaissement de l'Empire ottoman et qui commence avec les accords de Sykes-Picot. Et les accords de Sykes-Picot, c'est véritablement la matrice ONI du président Erdogan, c'est-à-dire ce qui fait que les Occidentaux soutiennent les minorités, d'abord les Millets de l'Empire ottoman, hein, arméniens, grecs, etc. Est-ce que vous pouvez juste expliquer rapidement ce que c'est pour ceux qui connaissent les accords de Sykes-Picot, c'est 1916 et ce sont ces accords secrets entre Britanniques et Français que le président Erdogan appelle très souvent les colonialistes, hein, qu'il appelle aussi les impérialistes, mais les impérialistes sont davantage les Américains. Enfin, tout ça est très particulier, il y a toute une rhétorique derrière ça. Et pour lui, et pour d'autres idéologues de l'AKP et d'autres intellectuels, c'est véritablement le moment où le dépaissement de l'Empire ottoman s'accélère. Et il fait un parallèle entre ces accords de Sykes-Picot et ce qui s'est passé en 2013. Et cette vision du dépaissement de l'Empire ottoman, il la partage avec ses nouveaux alliés syriens. Hein, il y a cette idée, effectivement, que les Occidentaux sont les responsables de cette situation et que ce grand jeu européen n'est plus, et que désormais, avec l'OTAN, sans l'OTAN, etc., il faut créer un nouveau jeu qui implique évidemment les grandes villes syriennes qui sont dans l'esprit de l'AKP, mais aussi un certain nombre d'idéologues turcs, des grandes villes syriennes comme Alep qui sont restées des villes turques. Alep, pour l'opinion publique turque, c'est une ville turkmène. Hein, ce n'est pas seulement l'une des plus grandes villes, je dirais, arabes, ottomane en fait. Hein. C'est aussi une ville dont l'identité est profondément turkmène. Hein. Il y a cette vision de la Syrie, du Nord-Syrie qui joue beaucoup. Merci. Amit Bozarslan, dans un texte étonnant que vous avez publié, que nous avons publié, Vladislas Surkov, qui est connu en France comme le mage du Kremlin, déclare que la Turquie, je cite, intervient en Syrie conformément aux meilleures traditions de la sublime porte. Poutine aurait en effet, d'après lui, ouvert la guerre avec l'Ukraine et aurait ouvert un retour des empires dont le comportement de la Turquie serait un exemple. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette analyse-là, d'une analyse impériale de la politique étrangère turque ? Merci pour cette question. Je pense qu'il faudrait de toutes les manières apporter énormément de nuances. Hein. Je crois qu'Olivier a déjà présenté un peu la vision du monde d'Erdogan. Pour Erdogan, il y a 3 dates qui sont extrêmement importantes, qui sont à la fois rétrospectives et prospectives. 1923, donc 2023, la fondation de la République turque, l'arrêt de la déchéance turque, en quelque sorte. Hein. Donc une victoire, mais une demi-victoire. 1453-2053, ça veut dire effectivement l'impérialisation de la nation turque avec la conquête de Constantinople. Et 1071-2071, ça veut dire le début de la mission impériale turque. C'est la première bataille de Manskhérid contre les Byzantins. Donc, il ne faut vraiment pas oublier cette vision du monde. Et quand Erdogan dit « notre mère patrie était de 18 millions de kilomètres carrés », aujourd'hui, on se trouve uniquement avec 780 000 kilomètres carrés. Je pense qu'effectivement, il exprime une très violente nostalgie d'empire.
De là, est-ce qu'on peut parler dans la pratique d'empire? Cela me paraît infiniment plus complexe. Infiniment plus complexe hein, parce qu'il y a beaucoup de... il y a la chronologie des 10 dernières années. En 2011-2012, une fois que les révolutions ont eu lieu dans le monde arabe, et n'oublions pas qu'en novembre 2010, Erdogan avait reçu le prix Kadhafi des droits de l'homme, 250 000 $. Donc il n'y avait aucune perspective encore pour devenir le maître du monde arabe. Mais à la suite des configurations révolutionnaires successives, il a pensé effectivement que l'heure turque était sonnée. L'heure turque, pas nécessairement ottomane, une heure conservatrice, une heure effectivement où la Turquie s'imposerait comme la puissance dominante. Cela n'a pas marché. Cela n'a pas marché d'abord parce qu'il y a eu le coup d'État extrêmement sanglant en Égypte. Cela n'a pas marché parce que les islamistes en Tunisie ont été obligés de quitter le pouvoir. Cela n'a pas marché parce que la Libye n'est pas tombée finalement sous le contrôle de la Turquie, ou seulement en partie, et restait seulement la Syrie. Donc on voit qu'effectivement, il y a eu des échecs successifs tout au long des années 2010. Un deuxième élément qui intervient, qui me paraît très important, on a beaucoup insisté sur la victoire, sur la conquête de HTC, cela est tout à fait vrai, Hayat Tahrir al-Sham, donc ce groupe djihadiste, mais n'oublions pas qu'il y a eu aussi une part accidentelle dans cette victoire. Cette victoire était due non pas à la force de HTC, mais à la faiblesse du régime de Bachar al-Assad. L'affaiblissement extrême de l'Iran, l'affaiblissement extrême de la Syrie, de la Russie, l'affaiblissement extrême de Hezbollah. C'était le Hezbollah qui, en 2013, en prenant la ville de Al-Qusayr, avait garanti la survie du régime de Bachar al-Assad. Et Alep est tombé, les concurrents d'Alep n'étaient pas plus que 360. C'est comme Kidal et Timbuktu en 2012, qui sont tombés sans résistance, comme Mossoul qui en 2014 est tombé sans résistance. Donc ce sont des sociétés qui se désintègrent, des régimes qui se désintègrent. Et je pense que cela se voit aussi dans la stratégie turque. La stratégie turque, en partie, a réussi en Syrie, mais en partie seulement. On y reviendra. Il y a énormément de limitations parce que tout simplement, voilà, effectivement, c'était un régime qui était devenu désormais un régime de prison souterraine et de captagon. Je dirais effectivement une deuxième nuance s'impose parce que depuis l'Empire ottoman, il y a eu quand même le génocide des Arméniens. Depuis l'Empire ottoman, il y a eu quand même la création de l'État turc et un conflit kurde de 100 ans. Quand vous lisez les documents internes de la République turque de 1925, préparés en partie par ceux qui ont organisé le génocide, vous voyez une obsession. L'obsession kurde, les Kurdes qui remplacent les Arméniens comme acteurs pratiquement biologiques, acteurs en tant qu'ethnoclasse contre l'existence même des Turcs. L'idée qu'il faut absolument empêcher la kurdification de l'ouest de l'Euphrate et turquifier l'est de l'Euphrate. Que les Kurdes ne doivent absolument pas constituer un sujet collectif. Et cela est quelque chose qui n'aurait pas pu exister sous l'Empire ottoman. En 1714, je viens tout juste prendre connaissance de ton texte, cher Olivier. Donc, effectivement, il y a la conquête ottomane de l'Irak, de la Syrie actuelle, de l'Égypte et du Kurdistan. Et qu'est-ce que le sultan ottoman, Selim Ier, selon les définitions cruelles ou braves, fait? Il instaure toute une série d'autonomies kurdes. Les Émirats kurdes, donc ces principautés kurdes, sont reconnus comme autonomes, sont reconnus comme les maîtres d'un espace tampon entre la Perse et l'Empire ottoman. Leurs droits sont reconnus en tant que droits héréditaires. Et le paradoxe est énorme parce que quand Mehmed II conquiert Constantinople, il décapite au sens propre du terme la bureaucratie ottomane et il désarme les tribus turques. Il y a une destruction des tribus turques. Alors que quand il y a la conquête de l'Empire de Kurdistan, au contraire, il y a la protection des Kurdes, l'instauration des Kurdes, des Émirats kurdes, en tant qu'entité au statut dérogatoire. Et ces entités kurdes vont survivre jusqu'au 19e siècle.
jusqu'à finalement les Tanzimat, donc les grandes réformes de 1838-39. Et donc, de ce point de vue-là, on voit que dans l'ingénierie, il y a vraiment une différence absolument majeure. Et donc, effectivement, si c'était à l'époque de l'Empire ottoman, sans doute l'Empire ottoman aurait reconnu une principauté kurde en Syrie pour pouvoir le contrôler plus ou moins et pour pouvoir le transformer en une principauté tampon pour des raisons de sécurité, pour tout ce que vous pouvez imaginer. Les empires classiques, en tout cas, étaient profondément brutaux, d'une très grande, effectivement, répression quand cela s'imposait, mais en grande partie, les empires n'étaient pas des empires qu'on peut définir comme des fabriques de citoyennes, n'étaient pas des empires qui avaient une vision biologiste, sociale, darwiniste du monde, une vision organiciste du monde. De ce point de vue-là, les différences sont absolument énormes. Et je crois que ces différences-là, je m'arrête là, on les observe aussi dans le cas de la Russie. On parle beaucoup de la Russie, de Poutine qui construirait le 4e empire, mais quand vous voyez le vocabulaire de Poutine, c'est un vocabulaire qui s'inspire très largement du nazisme, du modèle nazi. La verticale de pouvoir, c'est le Führerprinzip. L'espace russe, ça correspond plus ou moins à Lebensraum. Donc il y a quand même cette marque très profonde du XXe siècle sur des régimes antidémocratiques, que ce soit la Turquie, la Russie, en partie en Iran aussi, dans un contexte différent. Et je crains de plus en plus aussi dans certaines démocraties. Merci. Élise Massicard, comment on peut comprendre ces discours du point de vue de la politique intérieure turque ? Notamment, quel bilan déjà on peut tirer de ce nouveau mandat d'Erdogan, hein, sa réélection, elle est assez récente, c'était en mai dernier. Il y avait pas mal de doutes parce que juste avant, il y avait eu le séisme, son l'inaction des autorités, les milliers de morts et les victimes qui s'étaient vraiment énervées contre Erdogan. Et on pensait à cette époque que ça aurait pu lui faire perdre les élections présidentielles. Ça n'a pas été le cas, il a été réélu. Mais il y a eu des défaites de l'AKP, donc son parti, aux élections municipales fin mars. Est-ce qu'il mise sur une politique extérieure pour compenser en fait les critiques qu'il peut y avoir sur la scène intérieure de son pays ? Merci beaucoup. Bonsoir à tous et à toutes. Effectivement, Olivier Bouquet l'a rappelé, ce qui intéresse Erdogan, c'est avant tout ce qui se passe en Turquie. Et de ce point de vue-là, il est vraiment important de resituer ce qui se passe en politique étrangère actuellement par rapport à ce qui se passe en politique intérieure. Et la séquence qui a commencé en 2023, elle est tout à fait intéressante et fluide en fait. C'est-à-dire que en fait, en 2023, c'était le centenaire de la République. Il était très clair et Erdogan l'avait dit depuis des années qu'il voulait absolument remporter ces élections qui étaient des élections présidentielles mais aussi législatives. Et il était relativement affaibli sur la scène intérieure avant ces élections en raison de 2 facteurs principaux, on va dire. Le premier facteur, vous l'avez mentionné, ce sont ces séismes tout à fait terrifiants hein, qui ont vraiment ravagé le sud du pays et une partie du nord de la Syrie également, avec des dizaines de milliers de morts et des situations humaines extrêmement critiques dans lesquelles les pouvoirs publics se sont montrés pour le moins j'ai du mal à qualifier en fait défaillant, merci. Voilà, donc ça a suscité énormément de déceptions et de critiques d'une part, et puis la situation économique qui était également depuis plusieurs années déjà d'une gravité qu'on a du mal en fait à représenter, que ce soit du point de vue de l'inflation, du point de vue de l'emploi, avec des situations également très très difficiles pour la population et en particulier certains groupes sociaux. Donc Erdogan a tout misé sur gagner ce scrutin de 2023 et il a remporté, manifestement sans tricher, avec en partie des politiques d'alliance assez habiles, je vais y revenir, et également en ayant un discours aussi de dramatisation, de polarisation et de criminalisation très forte de l'opposition. L'opposition qui s'était quand même relativement rassemblée en fait contre Erdogan, car si on avait depuis plusieurs années des oppositions en fait assez diversifiées, des groupes qui ne s'entendaient pas en fait, puisqu'on a pas mal d'orientations politiques représentées au sein de l'opposition, mais en fait elles avaient à peu près réussi à s'unifier face à Erdogan avec l'espoir vraiment de pouvoir remporter ce scrutin. Ça n'a pas été le cas. Et comment Erdogan s'en est tiré ? C'est également en ayant une politique, on va dire, de
de cadeaux fiscaux, de cadeaux budgétaires envers différents groupes de la population, de manière aussi extrêmement populiste. Voilà. Alors, et Erdogan avait dit que c'était sa dernière élection. De fait, constitutionnellement, il n'est pas censé pouvoir se représenter puisque c'est déjà son second mandat. Il était déjà passé. Déjà, en fait, il a déjà fait une pirouette. Voilà. Mais c'était comme ça qu'il l'avait présenté. Voilà, la dernière élection, celle du centenaire de la Turquie. Bon. Et en fait, ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que manifestement, ce n'était pas la dernière élection. En tout cas, on a quelqu'un, Erdogan, qui ne compte pas en fait s'arrêter là et puis simplement terminer son mandat, mais qui compte continuer à exercer le pouvoir, mais qui est dans une situation intérieure assez fragile en fait. Ça s'est vu pendant ces élections locales en mars dernier, durant lesquelles effectivement, alors il a perdu non, oui et non, c'est-à-dire que les grandes métropoles, Istanbul, Ankara en particulier, étaient déjà tenues par l'opposition depuis 2019, mais l'opposition a réussi à les garder et effectivement à remporter un certain nombre d'autres municipalités et vraiment aussi à accroître en fait son aura et puis son électorat dans des endroits et dans des groupes qui n'étaient pas forcément les plus attendus. Donc là, on a pu voir également, parce qu'il y a eu une baisse de la participation, que eh bien, il y avait moins de monde qui allait voter et qui allait se déplacer pour soutenir Erdogan. Et de fait, depuis presque 10 ans maintenant, Erdogan ne gagne les élections que en coalition et avec des coalitions avec d'autres groupes. Et c'est important de le rappeler parce qu'on parle toujours d'Erdogan comme s'il était tout seul. De fait, il est à la tête d'une coalition qui a d'ailleurs un peu bougé sur ces années. Voilà. Et donc, c'est comme ça qu'il parvient à rester au pouvoir parce qu'il n'a plus 50% de soutien. Ça, c'est du passé. Ça fait bien longtemps qu'il n'a plus 50% de l'électorat derrière lui. Et pour l'instant, il s'est, depuis 10 ans, tourné principalement contre les Kurdes. Il a perdu le soutien d'une grande partie de l'électorat kurde, mais il a fait, on va dire, une coalition avec la droite nationaliste turque et les groupes religieux conservateurs de plus en plus avec les années. Et aujourd'hui, on voit que ça, c'est en train de changer. Et Erdogan est en train de tenter de renforcer son pouvoir sur la scène intérieure. Alors, comme vous le dites, mais je laisserai mes collègues rebondir là-dessus par rapport à ce qui est présenté en Turquie, ce qu'il présente comme une victoire sur le plan international, c'est-à-dire la chute d'Assad et la victoire de HTC qui présente comme un allié et comme étant le produit finalement de la politique de la Turquie. Il ne faudrait pas non plus bouder son plaisir de ce point de vue-là. Et c'est vrai que ce changement radical en Syrie est à la fois une opportunité immense pour le pouvoir actuellement en Turquie, mais c'est aussi beaucoup d'incertitudes et beaucoup de risques. Et là, on voit comment, très clairement, Erdogan, qui est toujours très fragilisé sur la scène intérieure, et notamment parce que la situation économique est loin de s'être rétablie, elle est de plus en plus critique, ça atteint vraiment des seuils très très inquiétants, est en train d'essayer de consolider son pouvoir en criminalisant et en encore plus différentes parties de l'opposition qui étaient jusqu'à présent relativement épargnées et en essayant de se rapprocher aussi des groupes kurdes, alors en essayant d'œuvrer à la fois en Syrie mais aussi en Turquie pour essayer de désarmer le PKK et pour essayer de se rapprocher des groupes kurdes. Il a besoin en fait pour obtenir un troisième mandat soit d'une réforme constitutionnelle pour laquelle il lui manque une 50aine de sièges au Parlement. Donc il a besoin d'un allié supplémentaire, ou alors il est obligé de passer par un référendum, ce qui est beaucoup plus risqué d'un point de vue électoral, on va dire, ou alors, et où on peut avoir des élections anticipées. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur la scène politique turque, on se demande quand vont avoir lieu ces élections. On pensait avoir tranquillement une séquence de 4 ans sans élections avec, on va dire, des politiques constructives qui allaient viser à peut-être résoudre les vrais problèmes économiques et sociaux. Et on se rend compte qu'on est encore en fait dans une séquence préélectorale où tout est en train de bouger sur la scène internationale, en particulier régionale avec la Syrie, comme sur la scène intérieure. Justement, on va aller en Syrie à présent pour retrouver Mathieu Ray. Bonsoir. Comment vous voyez-vous toutes ces questions depuis la Syrie, puisque
Il y a le discours d'Ahmed El-Shara, qui est le nouvel homme fort de la Syrie, qui a été traduit sur le site du Grand Continent, commenté également. On sent le rôle de la Turquie, en fait, il se dessine, il se devine, il n'est pas encore très clair, mais l'ouverture au retour des réfugiés syriens, c'est le retour aussi d'un nouveau nationalisme qui tranche avec la position du régime de Bachar al-Assad, mais aussi un alignement pragmatique avec la Turquie d'Erdogan. Comment la situation elle a évolué depuis la chute de Bachar el-Assad en Syrie? Quelles sont les relations c'est une question extrêmement importante entre le pouvoir turc et ce nouveau pouvoir syrien, donc du HTC, mené par Ahmed El-Shara. Bonsoir. Alors, je vais peut-être pas traiter de toutes les évolutions qu'il y a pu avoir depuis la chute de Bachar concernant le régime syrien à l'intérieur, mais plutôt juste dans sa composante, dans ses relations avec la Turquie. On a affaire à une nouvelle équipe qui est extrêmement pragmatique, elle l'a bien démontré depuis le 8 décembre, avec une capacité à attirer toute une série de délégations, sans nécessairement poser les problèmes gomènes d'institutions, ce qui fait que les différentes délégations parlent à un certain nombre d'interlocuteurs, qui se définissent eux-mêmes comme gouvernement d'intérim ou autres, sans véritablement savoir de quel mandat ils disposent et quelles fonctions sont les leurs, si ce n'est qu'ils sont en charge, en gros, d'une transition. Dans ce cadre-là, naturellement, les autorités turques, que ce soit le ministre des Affaires étrangères et surtout le représentant des renseignements turcs, ont eu très très rapidement droit et honneur de se rendre à Damas. Et on a vu une mise en scène assez importante lors du déplacement du représentant des renseignements turcs, notamment à travers la visite de la mosquée des Omeyyades, qui est beaucoup plus que symbolique. C'était une sorte de retour ou de début du pèlerinage transformé. Au-delà de cela, les relations aujourd'hui entre la Turquie et le nouveau pouvoir sont beaucoup plus complexes. D'abord, il y a un certain nombre de dossiers techniques qu'il faut régler. Alors, ils ont avancé sur un certain nombre. Depuis une dizaine de jours, les détenteurs de titres de refuge en Turquie d'origine syrienne ont le droit de se rendre 3 fois dans l'année s'ils le déclarent au préalable, ce qui permet des allers-retours. Jusque-là, on avait plutôt eu un phénomène qu'on a vu sur les différents pays frontaliers, que ce soit le Liban, la Jordanie et ou la Turquie, un retour de quantité relativement marginale, une dizaine de milliers, par rapport à des millions de réfugiés présents sur le territoire en question, qui sont repartis définitivement, très largement parce qu'ils n'avaient pas d'autre espoir dans leur lieu d'implantation. Donc cette question est encore en cours et on voit bien qu'il y a des hésitations de part et d'autre, parce que cela aussi affecte naturellement la position de la Turquie, qui reçoit toute une série de subsides comme la Jordanie autour de la présence des Syriens. L'autre question, elle est beaucoup plus compliquée et difficile à adresser, diraient les Anglais. C'est toute la question de la récupération d'un tiers du territoire qui, pour l'instant, ne dépend pas complètement de l'obédience de Damas, à savoir de l'Euphrate jusqu'au bec de Canard, donc jusqu'au territoire irakien, où toute une série de forces politiques sont encore en présence, principalement les FDS, mais pas seulement, et avec en bordure tout un territoire qui était jusque-là occupé par la Turquie, et où, sous la domination d'un certain nombre d'autres forces armées soutenues par la Turquie, et on voit que les négociations ne sont pas simples. Les derniers heurts qui ont lieu depuis il y a une dizaine de jours et aujourd'hui à Manbij montrent qu'on n'a pas de canaux centralisés dessinés entre les deux capitales pour décider de qui prendra la décision ou pas. L'annonce de l'arrêt des subventions à partir de mars 2025 pour l'ensemble des autres forces miliciennes de la part de la Turquie pourrait signaler une sorte de coup de pouce à Damas. Mais on n'est pas du tout sûr que c'est le résultat de concertation. Au contraire, on a bien l'impression que la Turquie a empoché un certain nombre d'avantages, mais au-delà de cela, qu'est-ce que faire de cette magnifique victoire, entre guillemets, pour eux, au moment où la position de Damas reste fluctuante, pragmatique, soumise à toute une série de contestations, soit discursives. On a aussi un contre-discours de la victoire venant du Sud,
où les acteurs ont joué un très grand rôle dans la chute de Bachar, et où des forces révolutionnaires qui, dans les derniers moments et derniers jours, ont été les acteurs de la reprise en main de tout un certain nombre de positions, depuis Sadnaya jusqu'à la banlieue de Damas. Là-dedans, la Turquie joue. Après, il y a un intérêt très pragmatique aussi à avancer dans le sens du régime de Damas, c'est que les promesses d'une reconstruction, qui pour une économie turque pourrait se révéler comme une bouffée d'oxygène absolument décisive. Et quelle est l'ambiance là? Quelle est l'ambiance en Syrie justement avec ces délégations là? Il y a une délégation en ce moment qui est une délégation russe. Vous sentez que c'est quelque chose de concret ou... Alors, je ne peux pas témoigner tout à fait de l'ambiance en Syrie, parce que je suis au Liban, qui est encore indépendant. Non, par contre, ce que l'on voit très clairement, c'est que nous sommes sortis d'un mois d'effervescence très importante, et plus que les délégations étrangères qui ont été, je dirais, mises sur le devant de la scène, c'est surtout l'effervescence de la société civile, où pas une seule journée ne se passe sans qu'on ait un nouvel forum qui se tient. Donc là, dernièrement, c'était les avocats, la semaine précédente, c'était les femmes, la semaine précédente, c'était les syndicats libres. On a quelque chose assez important et un moment de suspension de type révolutionnaire qui se déroule en Syrie. On verra ce que cela donne. Mais en tout cas, ce moment se passe avec toutes les incertitudes classiques des moments révolutionnaires en dehors de Damas. Parce que toute la scène diplomatique, pour l'instant, s'y concentre, sans nécessairement pouvoir avoir une véritable idée des liens et autres qui peuvent s'établir. Pour l'instant, la dernière visite des Russes signale juste qu'on a des questions en suspens qu'il faut régler. La base militaire qui a été largement déchargée de toute une série de leurs hommes, le port de Tartous et autres, et on voit bien que le nouveau régime rebat les cartes gentiment. Alors, il a dit qu'il n'allait pas rembourser les dettes nécessairement, mais il n'a pas renoncé aux dettes. Donc, on a une position intermédiaire entre les deux. On va voir comment ça évoluera sur cette question. D'accord, merci Mathuré, donc depuis le Liban, désolé. Amit Bozarslan, est-ce qu'on peut revenir un peu sur la perception que les Kurdes ils ont de la situation actuelle? Comment ils voient ce qui est en train de se passer? On dit que le fondateur du PKK, Öcalan, pourrait être libéré le mois prochain en échange d'un appel à abandonner la lutte armée dont vous parliez, de désarmer le PKK. En Syrie, le plus faible soutien des Américains aux Kurdes pourrait-il les pousser justement à accepter un gouvernement d'union nationale? Vraiment, il est absolument impossible de prévoir au-delà de 24 heures. Cela était toujours le cas au Moyen-Orient. On a eu beaucoup de surprises, mais là, je crois qu'il y a énormément de facteurs d'ordre d'indéterminé. On n'arrive pas à décider ni à prévoir. Plusieurs facteurs interviennent. Je crois que le premier facteur qui intervient, c'est bien entendu le facteur américain. Et le facteur américain, c'est un facteur girouette. Parce qu'effectivement, par le passé, on pouvait avoir des présidents américains absolument détestables. À mon âge, on se rappelle de Ronald Reagan, mais au moins prévisibles. Or, la possibilité de prévoir les politiques futures de président Trump sont à peu près réduites à rien. On l'a vu déjà lors de son premier mandat. Lors de son premier mandat, il avait nommé John Bolton pour déclarer la guerre à l'Iran. Et 6 mois après, il l'a limogé en disant cet homme veut la guerre avec l'Iran. Il avait autorisé plus ou moins Erdogan d'occuper une partie de territoire contrôlé par les Kurdes. Et puis, tout de suite après, il avait écrit effectivement une lettre extrêmement vulgaire en disant « Don't be fooled, I will destroy your economy. And I will. » Et donc, effectivement, Erdogan a été obligé de s'arrêter. Et donc, aujourd'hui, quand on voit la politique américaine, on voit deux choses. D'une, Trump lui-même n'a pas nécessairement une politique étrangère. De deux, il a nommé des gens qui sont censés être très pro-kurdes au poste de décision. Le ministre des Affaires étrangères, Rubio, qui est très très pro-kurde, la chef de National Intelligence Agency, qui est très pro-kurde, qui a invité les Kurdes syriennes au Congrès américain, le président du Conseil national de sécurité de la Maison-Blanche, qui est très pro-kurde, et Lindsey Graham, qui est un sénateur d'une très grande vulgarité aussi, mais qui partage la vie de Trump pratiquement au sens famille du terme depuis 40 ans. Il est très pro-kurde et il a préparé d'ailleurs une motion un projet de loi sanctionnant la Turquie
au cas où la Turquie interviendrait contre les Kurdes. Donc ce facteur américain doit être pris en considération. En deuxième lieu, lors du premier mandat de Trump, le facteur israélien ne pesait pas beaucoup sur l'avenir des Kurdes de Syrie ni des Kurdes de Turquie. Or, aujourd'hui, pour la première fois, il y a des contacts directs entre le pays des Grecs, donc ce parti kurde en Syrie, et le gouvernement israélien. Contact direct, contact reconnu. Contacts qui ont été effectivement, le ministre des Affaires étrangères israélien s'est entretenu avec la chef de ce parti. Il y a eu une reconnaissance mutuelle en quelque sorte, des remerciements. Pour les Kurdes, effectivement, cela est une situation extrêmement difficile à gérer pour des raisons multiples sur lesquelles on peut revenir. Mais ce facteur israélien est désormais là. Et ce facteur israélien est là d'autant plus qu'Israël a intervenu directement en Syrie et les autorités actuelles de la Syrie n'ont absolument pas la capacité ni le courage de contester la présence israélienne sur leur territoire. Les protestations ont été extrêmement faible. Quelle est la relation justement entre la Turquie et Israël? On y reviendra peut-être après, si vous voulez, je vais terminer peut-être ce premier bloc. Un troisième élément sur lequel il faudra intervenir, on ne sait pas, effectivement, Mathieu l'a très bien présenté, on ne sait pas quelle sera la stratégie de HTC par rapport aux Kurdes. À vrai dire, ça fait 6 mois qu'il y a une collaboration entre les deux organisations. Le régime de Bachar al-Assad, là on le sait, avait voulu que les Kurdes stoppent les forces de HTC. Je pense que militairement ils auraient pu le faire parce qu'une fois de plus ils étaient 360 à Alep. Les Kurdes ont refusé. Visiblement il y a des contacts assez poussés entre les deux. Visiblement il y a des mécanismes de négociation. Ahmed al-Shara ne cesse de le répéter. Le processus de dialogue continue. On n'accepterait jamais d'intégrer les forces kurdes comme une armée autonome dans l'armée. On n'acceptera pas la décentralisation, mais le dialogue continue. Ce dialogue continue parce qu'il y a aussi le facteur américain. Ce dialogue continue parce que la Syrie a besoin des fonds européens. Et l'une des conditions, effectivement, d'obtenir ces fonds, c'est quand même la pacification de la Syrie. Le dialogue continue. Mathieu l'a présenté aussi. Le HTC n'est pas la seule force armée. Il y a les Druzes qui cherchent pratiquement ouvertement un protectorat israélien s'il n'y a pas la décentralisation du pays. Donc il y a beaucoup de facteurs. On ne sait pas dans quelle mesure le HTC va pouvoir quitter sa structure djihadiste. On ne sait pas dans quelle mesure le HTC va cesser d'être une milice pour permettre la constitution d'une Syrie légale et rationnelle. On ne sait pas dans quelle mesure le HTC va rompre avec le nationalisme arabe, parce que ce nationalisme arabe, vous avez mentionné 50 ans de dictature, mais en réalité, depuis la fondation de Baas en 1947, on est en face d'un national-socialisme arabe qui a anéanti et l'Irak et la Syrie. Donc tous ces facteurs-là sont des facteurs indéterminés. Et puis un dernier élément qui intervient, là c'est une nouveauté aussi, jusqu'à maintenant, il y avait beaucoup de pression de la Turquie sur les Kurdes irakiens pour qu'il n'y ait aucun contact entre les deux Kurdistans, le Kurdistan irakien et le Kurdistan syrien. Ces pressions continuent. Ces pressions ne pouvaient pas s'étendre aux forces américaines qui sont sur le terrain. Donc les Américains utilisaient effectivement ce canal. Mais pour la première fois, il y a eu des contacts entre les Kurdes irakiens et les Kurdes syriens à de très hauts niveaux. Avec des moyens américains, ça veut dire effectivement le chef des militaires des Kurdes de Syrie est allé à Erbil rencontrer Messoud Barzani en hélicoptère américain. Et donc du coup, la frontière est devenue beaucoup plus fluide aujourd'hui. Et le fait que les Kurdes tentent de parler d'une seule voix, à la fois en Europe, mais plus encore à Washington, peut compter. Donc voilà, effectivement, je crois qu'il y a tous ces facteurs-là qu'il faut prendre en considération. Ce que j'allais vous dire, il y a l'Iran aussi, parce que... Et il y a l'Iran aussi, mais l'Iran, disons qu'effectivement... oui, non, il y a l'Iran aussi. Oui, vas-y, prends la relève. Il y a quand même, pour l'AKP, la crainte qu'il y ait un rapprochement entre PKK et Iran. Oui, bien sûr. Ça, c'est quand même absolument fondamental. Il faut qu'on parle de l'Iran. Oui. Je crois que... Non, je pense qu'il y a ce facteur-là aussi. Et n'oublions pas que l'Iran a deux stratégies,
d'une stratégie de répression extrême par rapport aux Kurdes iraniens, y compris des alliés du PKK, et de deux, l'Iran ne voudra jamais la disparition du PKK. Wow. Voilà. Donc effectivement, c'est une carte extrêmement importante à préserver, mais disons que dans le contexte immédiatement actuel, disons, ce qui va déterminer l'avenir de la question kurde, ça sera beaucoup plus le Rojava, où le facteur iranien joue beaucoup moins. Mais pour le reste, tu as tout à fait raison. En plus, quand on voit ce qui se passe aujourd'hui en Iran, mais il faudrait sans doute organiser peut-être une réunion aussi sur l'Iran. Le 4 février, il y a une journée d'études à l'Institut protestant de théologie sur l'Iran, donc si vous êtes disponible. Donc voilà, je crois qu'effectivement le facteur iranien est très important. Non, parce que pour avoir vécu là-bas 5 ans, les Kurdes iraniens sont stigmatisés par le régime. Très mobilisés. Et disons que la situation est ainsi. Hein. Donc, il y a deux grands morceaux. Emprisonnés, voilà. ils sont beaucoup d'exécutions, mis à mort. Beaucoup d'exécutions, beaucoup de répression. Voilà. Il y a mais ça, deux. C'est un autre sujet encore. Mais peut-être juste une demi. Voilà. Il y a deux gros Kurdistan iranien avec quelques 10 millions de Kurdes et le Kurdistan de Turquie avec quelques maintenant probablement 20. Mais l'avenir du Kurdistan aujourd'hui se joue dans les deux parties mineures, géographiquement mineures de Kurdistan, ça veut dire le Kurdistan irakien est la partie la moins importante, historiquement parlant. C'était toujours un réservoir culturel, un réservoir aussi d'hommes et de femmes combattants pour les autres parties, le Rojava syrien. Donc aujourd'hui, je crois dans l'immédiat, l'avenir se joue à ce niveau-là. Juste, je repose ma question parce qu'elle est très intéressante. Sur Israël, non mais il faut comprendre en fait, quelle est la relation qu'entretient la Turquie avec Israël. On l'a vu notamment avec le 7 octobre, le rôle un peu trouble avec le Hamas, Erdogan qui a accueilli sur son sol des bureaux de Hamas. Là aujourd'hui, plus d'un an, pratiquement un an et demi après les massacres terroristes du 7 octobre et du début de la guerre contre Gaza, quelle est la relation entre Erdogan et Israël? Extrêmement mauvais, et de deux côtés. Je crois qu'effectivement, économiquement, ça compte. Voilà. Économiquement, ça continue encore que. Mais je pense qu'effectivement, les rapports sont extrêmement mauvais. Parce qu'il y a eu des mots très durs de la part de la Turquie. On a utilisé le terme de génocide, mais surtout Erdogan a dit qu'un jour, une nuit, sans crier gare, on interviendra en Israël, contre Israël, comme on l'a fait en Libye et comme on l'a fait dans le Haut-Karabakh contre les Arméniens. Et je crois qu'effectivement là, c'était une menace tout à fait réelle, directe. Et il y a une vingtaine de jours, il y a eu un rapport effectivement de la politique étrangère israélienne dont les 20 pages ont été censurées. Et ce rapport de la Knesset, bipartisan, dit très clairement l'Iran est désormais affaibli, mais l'ennemi principal désormais, c'est la Turquie. Ce sont des paroles pour le moment. Il faut pas les surinterpréter non plus. Il ne faut pas surinterpréter non plus le fait qu'aujourd'hui, effectivement, le Hamas est en partie en Turquie. Mais je crois qu'effectivement, contre la Turquie, en Israël, il y a quand même une vague de contestation. Israël n'aurait aucune objection à ce que la Turquie devienne la force économique dominante en Israël, en Syrie. C'est la lecture que j'ai. Mais Israël, je crois qu'il ne sera pas du tout content que la Turquie devienne la force politiquement hégémone dans le pays. Vous voulez réagir à cette Oui. Je crois qu'il faut poser la question de la Turquie, de la relation de la Turquie avec Israël, mais il faut également poser la question de la relation de la Turquie avec la Palestine et avec Jérusalem. Ce sont deux choses différentes, d'une certaine manière, parce que les relations n'ont jamais cessé entre les deux États. Les relations commerciales sont importantes et elles seront amenées à le rester, notamment sur des questions technologiques. En revanche, l'instrumentalisation de Jérusalem, ça c'est quelque chose d'absolument essentiel. Il y a eu pendant plusieurs mois sur la place Taksim de grandes projections très impressionnantes sur le martyr de Gaza, sur l'avenir de Jérusalem. Et il faut faire un lien entre le fait qu'en 2012, le président Erdogan dit explicitement qu'il retournera prier à la mosquée des Omeyyades. Il le dit, et il s'attire d'ailleurs les moqueries du parti d'opposition. À Damas. À Damas, oui, la mosquée des Omeyyades. Oui, mais justement, la mosquée des Omeyyades de Damas, il y a ce lien à faire. C'est-à-dire, je retournerai en 2012, et d'une certaine manière, je retournerai aussi à Jérusalem.
hein, nous retournerons d'une certaine manière à Jérusalem. Bon, le fait que Erdogan dise qu'il peut débarquer d'une minute à l'autre, il l'a fait pour les Grecs, hein, dans un discours aussi à Trabzon en 2023 ou 2022. Bon, voilà. Mais il y a quand même cette idée qu'il incarne une paix. Hein. L'opération en Syrie en 2019 s'appelle Souffle de paix. Alors vous savez, hein, ce genre d'opération dans la région, on leur donne des... voilà, on euphémise par l'intitulé des opérations, mais quand même, il y a cette idée d'une paix, il y a cette idée d'une civilisation, et il y a cette idée quand même de retrouver une certaine forme de route du pèlerinage. Et là, on en revient avec l'histoire de la Syrie, parce que l'un des grands intérêts pour les Ottomans de la Syrie, c'était le contrôle de la route du pèlerinage vers les 2 saints sanctuaires, hein, cette grande route sunnite. Hein, et le Vali, c'est-à-dire le gouverneur général ottoman, à partir de 1708, contrôlait cette route à partir de Damas. Hein, c'était l'essentiel de sa fonction à partir d'un certain moment. Donc il y a vraiment cette idée, hein, qu'il y aurait, à partir d'Alep, hein, en passant par Damas, en passant par Jérusalem, hein, un axe sunnite dans lequel le président Erdogan aurait son rôle à jouer. Avec cette idée que les Palestiniens sont un peuple martyr, hein, cette idée que ce sont des victimes, et des victimes également de l'impérialisme, hein, des victimes de l'impérialisme occidental, et cette idée qu'il y aurait une libération des Palestiniens à venir du joug israélien, que ça va se jouer à Jérusalem. D'ailleurs, on voit très souvent des rapprochements qui sont très nets entre les formes de confréries en Palestine, hein, ce qu'on appelle les tarikats, hein, qui sont fascinés d'une certaine manière par des ordres anatoliens, hein, des proximités, des instrumentalisations qui sont très fortes. Donc il faut bien voir que le président Erdogan a une vision quand même du Moyen-Orient, même si elle est déterminée par des questions, comme l'a dit largement Élise, des questions de politique intérieure. J'ajoute juste un point sur la question aussi du rapport aux Kurdes, à la question kurde. Il faut quand même souligner ce qui s'est passé dans les derniers mois avec Barthélémy, hein, c'est-à-dire que tu as parlé, Amit, de la question du Parti d'action nationaliste, c'est-à-dire une ouverture saisissante, qui a même surpris les membres du Parti nationaliste, du Parti d'action nationaliste, c'est-à-dire cette idée que d'une certaine façon, tout est possible. Hein. Alors il y a cette incertitude, il y a effectivement cette idée, y a-t-il une boussole, etc. Qu'est-ce qui va se passer en fonction des Américains? Les Européens qui sont quand même également dans l'expectative. Hein. Une vraie question au sein de l'OTAN, mais pas seulement au sein de l'OTAN. Que faire, effectivement, dans les semaines qui vont venir, et que faire avec quand même cette très très grande frontière, hein, qui a été dégarnie, 900 km qui ont été dégarnis par le semi-retrait des Américains à partir de l'automne 2019. Ça aussi, c'est absolument fondamental. Mais dans l'immédiat, Erdogan a quand même pu crever, si je puis dire, la poche d'Idlib, hein, c'est-à-dire que ce qui s'est passé à l'ouest, qui était pour lui quelque chose qui l'empêchait de dormir, hein, c'est-à-dire le fait que les Russes interviennent et qu'il y ait cette légitimité presque depuis 2019 pour les Russes d'intervenir, désormais, comme l'a dit Amit, les choses se déplacent vers l'Est, hein, c'est Raqqa. Hein, et ce qui va se passer à Raqqa dans les semaines qui vont venir vont être absolument déterminantes. Donc, ça glisse vers l'Est. C'est pour ça qu'il faut penser à l'Iran. Oui, d'ailleurs, la Turquie et l'Iran sont ensemble dans la coopération d'Astana. C'est ça qui est aussi intéressant. C'est qu'il a des billes un peu dans chaque sac. Vous voyez ça comment? Est-ce que c'est un peu c'est une girouette, Erdogan? C'est-à-dire que... je sais que vous êtes un peu plus spécialiste de la scène locale, de la scène intérieure turque, mais ça dit quand même quelque chose de sa manière de gérer sa politique étrangère. Bien sûr, c'est-à-dire que c'est un grand pragmatique. C'est là où c'est difficile à qualifier, c'est-à-dire que d'un côté, il y a une dimension quand même très claire dans ses orientations idéologiques qui sont des constantes, mais il fait preuve d'un énorme pragmatisme. Et c'est vrai que ce qu'on voit, c'est-à-dire que la Turquie, depuis presque 15 ans maintenant, s'est beaucoup réinvestie en politique étrangère, a adopté une politique étrangère beaucoup plus active qu'auparavant, c'est-à-dire qu'au lieu d'être juste alignée sur le camp occidental, sur l'OTAN, sur les Américains, comme elle l'a longtemps été, a pris en main sa politique étrangère et s'est réinvestie dans la région. Mais ce qui est très intéressant, c'est de constater à quel point, en fonction des dossiers, elle a pu prendre des orientations en politique étrangère qui n'étaient pas cohérentes les unes avec les autres. C'est-à-dire que sur un dossier,
ils sont en alliance avec la Russie, sur un autre plutôt en conflit. Donc en fait, il est très difficile de trouver une cohérence et c'est pour ça que c'est difficile également à anticiper. Enfin, je veux dire, on a tous dit, on a tous souligné cette dimension-là, et la question est justement pour les partenaires de l'OTAN, pour l'Union européenne, est extrêmement problématique. C'est-à-dire, que faire d'Erdogan, dont on ne peut pas vraiment se passer, que faire de la Turquie, mais que va-t-il faire, etc. Tout le monde est dans l'expectative. Et moi, il me semble qu'on retrouve le même type de pragmatisme en politique intérieure. C'est-à-dire que là, ce qui est en train de tenter Erdogan, c'est très intéressant, c'est un rapprochement avec les Kurdes en interne, mais sans se mettre à dos les nationalistes turcs. Alors ça peut sembler la quadrature du cercle, puisque ces nationalistes turcs, depuis très longtemps, sont plutôt opposés au mouvement politique kurde. Donc comment les mettre ensemble autour d'une table? Et d'ailleurs, l'initiative du rapprochement avec les acteurs politiques kurdes est venue du principal parti nationaliste turc. Ça a souvent été le cas. Il y a un certain nombre d'initiatives qui sont venues par les alliés, on va dire. Bon, alors c'est l'idée précisément, c'est-à-dire le nationalisme. Il ne s'agit pas de jouer les Kurdes contre les Turcs ou les Turcs contre les Kurdes. Il s'agit d'apporter, on ne va pas dire un règlement, mais une forme d'avancement sur la question kurde en faisant ressortir la grandeur de la Turquie, c'est-à-dire vraiment en mettant en avant la capacité de la Turquie à créer quelque chose de neuf et à mettre tout le monde d'accord, entre guillemets, parce que bien sûr, en parallèle, il y a encore plus de répression qu'avant, et tous ceux qui suivent pas cette orientation se retrouvent soit avec un procès supplémentaire, soit en prison, soit en garde à vue, etc. Donc on comprend bien que... Mais là encore, on voit comment il y a une tentative d'alliance qui est quand même assez périlleuse, mais qui est en train d'être tentée quand même. La question, c'est de savoir jusqu'à quel point c'est tenable, c'est-à-dire que ce soit en politique intérieure ou en politique étrangère, jusqu'à quel point peut-on jouer de manière aussi incohérente sur différents tableaux. Il y a des moments où il va falloir faire des arbitrages, et ça risque d'arriver assez vite, à mon sens. Et juste une question, en vous écoutant parler de l'OTAN, on a l'impression que Erdogan, il a aussi un petit complexe. Voilà, il veut exister, comme vous dites, créer une politique étrangère qui soit visible, mais qui ne l'est pas vraiment, en fait. On a du mal à la déchiffrer. Est-ce que la présence de la Turquie dans l'OTAN, c'est aussi son va-tout, sa survie et son moyen de pression contre les Occidentaux? C'est Olivier qui va répondre, parce qu'il a des sources de première main. Non. Non, en fait, on n'imaginera jamais, nous autres Français, à quel point les Turcs sont puissants au sein de l'OTAN. C'est quelque chose qui, au point parfois de vraiment faire la pluie et le beau temps sur un certain nombre de questions. Ça, c'est un premier point. Vraiment, on n'imaginera jamais à quel point les Turcs maîtrisent leur dossier en politique internationale, et en particulier les diplomates envoyés à l'OTAN, qui sont vraiment d'excellents niveaux. Et donc l'idée que la diplomatie d'Erdogan et de l'AKP ne serait plus celle des Turcs blancs, c'est-à-dire cette diplomatie où on parlait français parfaitement, etc., et on avait tous les leviers en main, c'est quelque chose qu'il faut revoir. Bon, cela dit, il y a un certain nombre de problèmes, et il y a des problèmes qui se posent pour des raisons simples. On n'a pas encore vraiment parlé, mais c'est essentiel, c'est la Russie. Voilà, c'est les S-400, c'est toutes ces questions-là, c'est la frontière sud de l'OTAN au Moyen-Orient. Bon, ça c'est vraiment quelque chose qui pose problème. Mais le président Erdogan joue les choses de manière très habile, comme il l'a toujours fait depuis que finalement il s'occupe de la politique étrangère dans le cadre de l'OTAN. En revanche, la question, c'est effectivement ce que vont faire les Américains. Voilà. Et ça, c'est la grande incertitude, comme l'a rappelé Amit. Merci. On va revenir au Liban pour retrouver Mathuré. Je ne sais pas si on l'a encore. Vous en avez parlé brièvement, mais là, on voit effectivement les délégations qui viennent à Damas, rencontrer donc le nouvel homme fort, Ahmed El-Shara. Il y a aussi des ambitions économiques, avec le ministre des Affaires étrangères qui a annoncé un plan de privatisation de l'économie, la fin du socialisme d'État de l'époque. L'Union européenne a annoncé hier qu'elle allait alléger certaines sanctions contre la Syrie. Est-ce qu'on est dans l'amorce de quelque chose et comment cohabiter aussi avec les personnes qui travaillaient
sous le régime de Bachar el-Assad, on parle d'1 million de fonctionnaires. Comment on peut les compter dans ce nouveau fonctionnement de la Syrie? Est-ce qu'ils font partie du paysage? Je voudrais juste me permettre de revenir par rapport au débat qui était autour de la question kurde, parce que je pense qu'il faut prendre en compte deux variables dedans supplémentaires. Le nouveau pouvoir de Damas, c'est le règlement d'un conflit qui débute en 2011. Or, à partir de 2013, on a deux autres acteurs qui sont largement présents sur la question de la Syrie, à savoir d'un côté Daesh et de l'autre côté le Rojava qui s'organise. Et les deux fonctionnent un peu en miroir, comme des révolutions dans la révolution. Aujourd'hui, ce sont les deux acteurs que le régime de Damas essaye de traiter d'une certaine manière. Et on le voit très bien sur Daesh notamment, où on a toute une série de coopérations ou de manières de répondre, notamment en délégation occidentale. Quant aux Kurdes, on a un double phénomène, à savoir le traitement de l'entité politique, le PYD, et le traitement de la population. C'est assez d'ailleurs surprenant que ce soit le ministre des Affaires étrangères qui soit là au devant de cette question, et pas totalement. On a affaire à quelqu'un qui est d'origine de Hassadché, au niveau du bec de canard, qui connaît quand même relativement bien les dynamiques de cohabitation. On voit bien qu'on a une tentative de dissoudre, entre guillemets, le lien mécanique entre la représentation politique du PYD et l'ensemble des populations kurdes qui ont une certaine liberté de mouvement. On voit des mouvements de retour, notamment à Afrin en ce moment. Pour les questions économiques, tout le monde, je dirais, dans les délégations, ont bien compris aujourd'hui que l'enjeu de la transition reposait aussi largement sur la reprise d'une économie qui est complètement détruite, affaiblie, avec un taux de pauvreté qui avoisine, selon les chiffres, entre 70 et 90%, des signes extrêmement marquants pour tous les témoins qui ont pu se rendre à Damas ces derniers temps, d'une population largement paupérisée, d'installations qui n'ont pas vécu, qui n'ont pas eu d'amélioration pendant plus de 10 ans au mieux. Donc je ne parle même pas de sites dégradés par des combats ou autres, mais juste du fait de l'usure et autres. Et donc on a un pays qui est à bout de souffle, sous une forme. Là-dessus, le système des sanctions empêchait une partie de la reprise, et c'était surtout le signal de la capacité des acteurs à l'extérieur de pouvoir commercer et échanger. Pour toute personne qui essaye de faire transiter de l'argent vers la Syrie, on le sait très bien que c'est extrêmement compliqué dans ces cas-là, de telle manière à juste avoir un système d'échange d'import-export et d'être assuré que son import ou son export soit payé et que cela ne suscite pas de problème au niveau des législations bancaires. On est dans une région quand même très compliquée sur ces questions-là. Le Liban est sous sanction, la Syrie est sous sanction, l'Irak est sous sanction, la Palestine sous une autre forme et par d'autres tutelles, ce qui bloque quand même un certain nombre de mécanismes. On voit qu'on a une ouverture dans ce sens-là. Très simplement, tout le monde y a intérêt quelque part. Les Occidentaux conçoivent bien qu'une amélioration significative de la Syrie pourrait quelque part donner un signal comme de retour pour une partie de la population syrienne, à l'heure où l'Europe, si j'ai bien compris, vit à un âge qui n'est pas forcément ouvert à la présence d'étrangers sur son territoire. Quant aux voisins jordaniens, turcs principalement, et libanais quelque part, la reprise d'un marché syrien est un rêve inespéré alors que leurs économies sont largement atteintes. Et donc là-dessus, cela avance plutôt vite, avec beaucoup d'incertitudes sur qui sera en mesure de faire quoi. Personnellement, je pense que la Turquie est largement en position d'avance, tout simplement parce qu'elle a le tissu industriel qui sera en mesure de reprendre le pas sur les autres. Les Jordaniens n'ont pas tellement de capacité à pouvoir approvisionner comme. Quant aux Libanais, certes, ils ont des outils financiers, mais leur propre pays est dans une situation très compliquée, notamment d'un point de vue bancaire. Donc ça, là-dessus, on voit les choses évoluer très largement. Alors là, on rentrera dans la dernière partie de votre question sur un peu la construction de cet État, si on peut parler comme cela. Ce qui est assez fascinant, c'est que depuis les premiers jours quasiment de la chute de Bachar el-Assad, on a un discours commun, mais qui n'est pas seulement propre à la Syrie. On vient de réaliser une enquête sur l'Irak avec des entretiens dans quasiment toutes les provinces, où on a la même chose, une sorte de désir d'État. On veut une instance régulatrice, normative, qui permette l'arrêt de la corruption, qui permette de savoir quelles sont les règles du jeu, etc. On a de la part des acteurs des ONG syriennes un message très clair qui est formulé par toute une série de personnes dirigeantes d'ONG qui ont été mises en place à partir de 2012 jusqu'en 2019,
de dire nos fonctions s'arrêtent le jour où l'État reprend. On a vu ce qui s'est passé au Liban, on ne veut pas devenir la République des ONG numéro 2, et on sait très bien que si la puissance publique ne s'empare pas de ces outils, alors ça va être la cacophonie numéro 2, le système d'une clientèle nouvelle, le dépérissement de l'espace public, alors que les Syriens ont un appel à l'espace public. Et les grandes manifestations de décembre le rappellent, mais ce ne sont pas juste des manifestations dans ce sens-là. Il y a un désir de participer. C'est ce qui avait été quand même un des moteurs aussi de 2011. À cela, on a une troupe ou une milice qui n'est pas extensible, donc qui n'a pas toutes les compétences, qui se retrouve en face d'un triple dilemme, de savoir gérer une administration pléthorique dont une partie était fantôme parce qu'elle servait juste à rémunérer des personnes pour qu'ils restent à la maison, qui se retrouve en face de discussions budgétaires qui n'ont pas eu lieu depuis un certain nombre d'années, et le dernier budget qu'ils ont opéré en décembre 24 le montre bien, parce que finalement ils reprennent juste l'idée de devoir au moins remettre en œuvre les services administratifs communs et de les ajuster à la situation d'inflation. On parle d'une augmentation de 400% des salaires, ce qui montre bien le décalage entre la réalité et les textes qui avaient été mis en place par le dernier régime d'Assad. Et à cela s'ajoute le fait qu'il y a la question de l'épuration. Qui on garde et avec qui on ne travaille pas. De nombreux débats évoquent naturellement 2003. C'est une génération qui s'est construite dans le souvenir et dans l'expérience irakienne, qui a vu tout d'un coup une fonction publique mise du jour au lendemain à la rue, un État déliquescent et l'explosion d'une guerre civile extrêmement brutale, avec la naissance de phénomènes djihadistes qu'on a vu derrière, qui marque quand même largement toute cette génération. Après tout, Ahmad El-Shara a 21 ans en 2003 et il part en Irak immédiatement, il sait de quoi il parle. Cette crainte a poussé à 3 mouvements un peu différents. On a vidé en gros les têtes de département pour mettre des hommes ou des femmes plus ou moins compétentes, selon ce qu'il y avait sur le marché du travail. Alors on a par exemple une nouvelle personne qui dirige la Banque centrale, qui dispose de solides compétences et qui cherche en gros à attirer la finance islamique, c'est-à-dire les capitaux du Golfe, face à d'autres directions qui sont plus modestes, où on a pu prendre rapidement des professeurs d'université en exil en se disant bon, bah, ils feront l'affaire pour des départements, je dirais, secondaires en termes d'importance. Ces mêmes personnes, par contre, on le voit en interne, s'entourent et discutent avec toutes les personnes qui pourraient être compétentes. Donc au niveau N+2, pardon, on arrive à avoir une sorte d'espace de dialogue qui fait que ces administrations sont en train de se remettre en place. Le problème, c'est que pour l'instant, on a une tête politique centrale étatique qui est intérimaire, qui n'existe pas au sens propre du terme. On n'a pas de courroie et de mécanismes de rentrée de recettes qui sont établis. Et dans le même temps, on a des urgences qui ne cessent de se multiplier. Tout ça fait que la tâche est quand même assez lourde. Après, je dirais qu'il y a une dernière administration, on voit que, bon, en reprise des expériences qui avaient déjà lieu à Idlib et qui avaient eu lieu déjà dans les zones libérées, on met en place des académies de police pour essayer d'attirer tant bien que mal une partie de la population qui détenait des armes, parce que le grand enjeu pour les temps qui s'annoncent sera de débrutaliser une société qui l'a été particulièrement pendant plus de 12 ans. Et ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup Mathieu Rey. Merci à tous les 4. Un petit mot très rapide pour continuer ce débat et cette discussion. Vous avez des conseils de lecture. Olivier Bouquet vous proposez 2 livres. Un livre de Stéphane Winter, History of the Alawis from Medieval Syria to the Turkish Republic. Un livre de James Reilly, Fragile Nation. Hamid Bozar-Slan vous proposez non pas un livre mais un site d'information qui s'appelle Rudo. Et Elise Massicard, encore de Hakan Gundey. Et Mathieu Rey, on inclut votre livre Histoire de la Syrie dans la liste, paru aux éditions Fayard. La sortie, elle est juste derrière vous avec les petits panneaux verts. N'hésitez pas à vous abonner au Grand Continent. Le livre est disponible également à la vente. Prochaine séance le 4 février prochain sur la Pologne dans le pivot géopolitique européen. Bonne soirée.